Bien, bonjour à toutes et à tous. Donc Olivier de Villers, moi je suis à la fois journaliste pour Localtis où je suis tous les sujets data et transformation numérique. Et puis je suis également consultant et formateur sur l'open data. Et j'organise également des datatons comme il y en avait un la semaine dernière. J'ai vu qu'il y avait Amélie Hervé qui y participait. Alors moi, j'interviens ici au titre d'Open Data France, puisque en fait, l'association a décidé de se positionner sur le sujet à partir de quelques constats qu'après l'heure de l'ouverture, il s'agissait de mieux valoriser les données et de les rendre plus accessibles à un large public, et la DataVis fait partie de ces pistes. On constate ensuite des attentes très fortes des collectivités, également des élus. On pense que le Covid a joué un rôle, hein, puisqu'on a tous vu ces tableaux de bord Covid qui ont très bien montré les possibilités de pilotage des politiques publiques. Enfin, on a fait le constat qu'il y avait à la fois énormément de ressources sur le sujet, mais finalement peu de support ou de contenu en français ou adapté aux collectivités. Donc, ce que souhaite faire Open Data France, c'est mettre en place une veille. Et donc, la présentation d'aujourd'hui vous donne un peu l'esprit de ce qu'on souhaiterait produire. Proposer un guide sur Guidebook, un guide, je le précise tout de suite, qui ciblerait plutôt des communicants, des chargés de mission Open Data, des utilisateurs de la donnée dans les collectivités, donc pas des spécialistes, mais plutôt des communicants. Et enfin, on a l'idée d'organiser aussi dans le courant de l'année une masterclass, parce qu'on pense que le mieux pour apprendre sur la DataVis, c'est de faire. Alors, ensuite, pourquoi on parle beaucoup de DataVis aujourd'hui? En fait, c'est connu, hein, on a toujours plus de données, et notamment, on a des données massives, je pense particulièrement aux données temps réel ou aux données géographiques, où en fait, on est incapable de les traiter sous forme d'un tableau, et que la DataVis, en fait, est quasi obligatoire. Je pense qu'Open Data Soft reviendra aussi sur ce sujet-là. C'est un gros sujet. Ensuite, le deuxième constat, c'est que le besoin, il est à 360 degrés. On a besoin de DataVis pour les élus, pour les métiers, mais aussi pour le citoyen, ne serait-ce que pour lui permettre de suivre de façon pertinente et compréhensible, par exemple, ses consommations ou ses comportements de mobilité. Enfin, troisième point, on a une opportunité aujourd'hui qui est la démocratisation des outils de DataVis. C'est-à-dire qu'en fait, si le sujet date absolument pas d'aujourd'hui, comme le montre le graphique qui est derrière moi, en fait, on a aujourd'hui des possibilités qui sont tout à fait impressionnantes d'outils de data visualisation, et je vais y revenir. Alors ensuite, bon, juste parce que parfois on se demande infographie, DataVis, est-ce que tout ça c'est la même chose? Ce que nous dit Philippe Boukosbza, c'est que l'infographie, elle est plutôt centrée sur les illustrations, elle est plutôt orientée sur la créativité. La data visualisation, c'est plutôt quelque chose qui aura tendance à être géré par une machine, et c'est quelque chose qui est de plus en plus interactif. Maintenant, les points communs, c'est qu'en effet, il s'agit de démocratiser la donnée, de donner du sens à l'information, et de permettre de diffuser un message. Alors, si on prend un peu les grandes étapes d'une DataVis, d'abord, il faut avoir un objectif, et gérer un objectif même politique, c'est-à-dire on veut faire parler les données, mais c'est dans un objectif politique précis, ce n'est pas pour s'amuser, ce n'est pas pour faire joli. Ensuite, il faut choisir et préparer les données, identifier une cible et déterminer le message. Alors ça, c'est des choses que je ne vais pas développer, puisqu'en fait, les deux intervenants suivantes vont y revenir. Et je dirais que c'est souvent les étapes les plus longues,
parce qu'en fait, c'est ce que disent les data scientists, on passe 90% de notre temps à nettoyer des données. Moi, je vais plutôt vous parler de la problématique du choix de représentation et de celle de l'éditorialisation. Alors, pour choisir une forme visuelle, il y a énormément de ressources en ligne et moi, je vous invite à aller regarder du côté de ces deux sites. Il en existe plein d'autres. C'est un choix, mais qui permettent à la fois de découvrir toutes les formes de data vis, souvent avec des explications, et éventuellement d'être aidé dans ces choix, puisque dans le data to vis, on a en fonction, est-ce qu'on a une variable, deux variables, trois variables, et on est guidé un peu pas à pas dans le choix de la data visualisation. Ensuite, on a la question des outils. Je me suis collé à une tentative de classement des outils. Et le premier constat que vous voyez à l'écran, c'est qu'il y en a plein. Il y en a plein. Alors, j'ai fait une tentative de classement autour des trucs qui sont compliqués vers la gauche et qui sont plutôt moins compliqués et accessibles à droite. Et j'ai essayé de les classer entre gratuits et payants, mais des spécialistes, comme il y en a parmi vous, me diront qu'ils ne sont pas d'accord. Et je les comprends parfaitement, notamment parce que, en fait, par exemple, sur la question du payant, le diable se cache souvent dans les détails. Par exemple, Flourish ou Infogrames, c'est des trucs que j'ai mis sur la barre parce qu'on peut faire un certain nombre de trucs gratuits. Et puis, dès qu'on veut avoir les données à soi, dès qu'on veut en faire plus, ça devient payant. Data Wrapper est du même ordre. L'autre caractéristique, c'est que tout ce qui est en orange, en fait, c'est tout ce qui est bibliothèque de code et script. Du reste, je mélange des bibliothèques avec des langages. Il y en a peut-être quelques-uns qui diront c'est pas, ça se fait pas. Toujours est-il que ce qu'on constate, en fait, c'est que ces langages alimentent toutes les solutions qui sont vers la droite. C'est-à-dire que ce soit Tableau, Open Data Soft, Rograph, Data Wrapper, tout ça, c'est des applications qui se nourrissent de ce qu'il y a vers la gauche. Ensuite, moi, puisqu'on a un certain nombre de personnes, dont certaines s'y connaissent autour de la table, on pense à Open Data France qu'il ne s'agit pas de montrer tout, mais plutôt de se concentrer sur quelques outils. Et moi, j'ai mis en gras ceux qui me paraissaient a priori intéressants de valoriser. Maintenant, on est tout à fait ouvert et notamment, il y a certainement des choses qui manquent. Donc, n'hésitez pas à utiliser le chat pour nous le signaler. Et enfin, dernier élément sur cette carte, sur ce graphique, tout ce qui est souligné, c'est ce qui est le plus utilisé par les data scientists qui ont été interrogés en 2021. Et dans ce classement, ce qui est intéressant, c'est quand même Excel arrive toujours en tête. De même que le papier et le crayon, qui n'est pas dans mon tableau. Alors, par rapport à ça, pour des personnes qui n'y connaîtraient rien, moi, je pense que ce qui est intéressant, c'est d'aller en explorer quelques-uns, et ceux qui nous paraissent vraiment intéressants et accessibles, c'est Rograph et Data Wrapper. Pour tout vous dire, on imagine à Open Data France créer une instance Rograph et de la traduire pour la rendre accessible aux collectivités, parce que c'est un outil extrêmement puissant et qui permet de faire des data vis relativement complexes. Alors ça, c'était pour les outils. Ensuite, ce que je voudrais dire, c'est que faire parler les données, c'est bien, mais il ne s'agit pas de les maltraiter, de leur faire dire n'importe quoi. Là, je vous ai mis quelques exemples de ce qui circule sur Twitter avec le hashtag NIFNAF, ni fait ni à faire. Donc, vous voyez un camembert de CNews avec un 49% qui ressemble plutôt à un 51 ou un 52%. On voit à droite un graphique signé par le GIP Cybermalveillance
où le nombre de petits bonhommes ne correspond pas aux chiffres. Et donc ça, c'est des problématiques de sémiologie graphique, c'est-à-dire qu'en fait, le regard, quand il voit des petits bonhommes, il aura tendance à les compter, et ça ne le fait pas. Et en bas, vous avez un exemple qui a été tweeté par la ministre de la Recherche, qui voulait dire que le nombre d'étudiants en médecine avait explosé, sauf qu'en fait, les échelles ne sont pas respectées. Vous avez à gauche le graphique tweeté et à droite le vrai graphique. Et on voit bien que ce n'est pas du tout la même chose. Ça existe aussi pour les données géographiques. Là, on a un autre hashtag qui s'appelle MapFail pour toutes les cartes qui sont un peu qui sont pas bien faites. Et ça, c'est un tweet de l'AMRF sur la DGF. Quand on regarde donc la carte originale, c'est la carte de gauche. Et le premier réflexe, c'est de se dire oui, ça augmente, parce qu'en fait, c'est tout rouge. Et en fait, la carte de droite, elle vous montre que c'est beaucoup plus nuancé, avec une couleur blanche qui est plutôt de dire ça stagne, couleur violette, ça baisse. Donc, il y a une affaire d'honnêteté dans le traitement des données qui est un point vraiment important. J'ajoute que faire parler les données, c'est un geste éminemment politique. Et là, on a une carte qui a été conçue par un pape de la géodata visualisation que certains d'entre vous connaissent sans doute, qui est Boris Mérisquet, qui anime le Master SIGAT à Rennes. Et ils ont remarqué qu'en fait, en fonction des intervalles qu'on prenait sur le taux d'hospitalisation dans le cas du Covid, on avait des cartes plus ou moins anxiogènes. La carte effectif égaux est beaucoup plus anxiogène que la carte avec des intervalles égaux. C'est quelque chose qui a été régulièrement noté pendant la période Covid, ce traitement des intervalles. Alors, toujours dans ce même ordre d'idées, on peut faire dire n'importe quoi aux chiffres. Ici, on a un site à visée plutôt humoristique, qui vise à faire des corrélations foireuses. Donc là, c'est une corrélation entre les dépenses en matière de sciences et les suicides par pendaison. Donc, c'est vrai qu'il y a une corrélation entre ces chiffres, mais ce n'est pas dire pour autant qu'il y a un lien de causalité. Donc, attention, quand on manipule des chiffres, à ne pas chercher à leur faire dire n'importe quoi. Faire parler les données aussi, c'est évidemment choisir le bon visuel. Alors là, dans le catalogue des dataviz d'Open Data Soft, j'ai constaté qu'en fait, il y avait deux organisations qui proposaient le même type d'indicateur, c'est-à-dire la ponctualité du trafic. Et là, à gauche, on a le réseau belge, et on a une courbe où on ne comprend rien. Il faut vraiment lire le texte pour comprendre de quoi il s'agit. Et à droite, l'exemple de la région centre où rouge-vert, vert, a priori, c'est positif, rouge, c'est en matière de sémiologie graphique, ça a été bien pensé. Et on comprend en quelques secondes la signification du graphique. Dernier point, la dataviz source de créativité. On a énormément de travaux de la part plutôt de gens qui viennent du monde de l'art, qui proposent des dataviz intéressantes. Les Échos s'y est essayé avec les producteurs de tomates. L'AMP Métropole s'y est essayé dans le cadre d'un rapport sur la métropole avec des maisons qui sont issues des territoires. Aussi, je vous invite à aller regarder cette magnifique dataviz de DataVS qui est un peu un spécialiste de la dataviz et qui a fait une audio dataviz, c'est-à-dire qu'on peut écouter le niveau sonore des lignes de métro. Alors, ce que je viens de vous montrer fait l'objet aujourd'hui d'une veille on a commencé à alimenter un tableau Airtable qui répertorie un certain nombre de dataviz intéressants et également une liste d'outils
sachant que la liste d'outils, pour nous, on ne pense pas qu'il faille en parler, en traiter plus d'une vingtaine, mais plutôt se focaliser sur ceux qui sont vraiment efficaces. Enfin, avant de passer la parole aux intervenants suivants, en résumé, c'est quoi une bonne data vise? C'est un savant équilibre entre des données pertinentes et fiables, entre un problème, un message à faire passer, un design graphique et la possibilité aussi de partager et de le faire savoir. Du coup, je vais vous parler rapidement de cet outil qu'on a baptisé Pilote, tout simplement parce que c'est un outil de pilotage des réformes prioritaires, en l'occurrence. Du coup, il a été mis en place il y a 1 an exactement. L'objectif de cet outil, c'était, alors déjà, on parlait tout à l'heure des critères, voilà, il faut un objectif, il faut choisir, préparer les données, il faut identifier les cibles, etc. Nous, notre objectif, c'est de rendre compte de l'exécution des réformes sur tout le territoire national, sur des mailles départementales, des mailles régionales, mais aussi des mailles nationales, et d'avoir aussi, de pouvoir faire un suivi de toutes les réformes prioritaires du gouvernement d'une façon sectorielle, c'est-à-dire par ministère. Et c'est un outil donc, qui n'est pas ouvert au public. Donc, vous en avez, c'est pour ça la grande chance de le découvrir là. C'est un outil en fait, qui s'adresse uniquement aux agents publics de la fonction publique d'État, à savoir les administrations centrales et les administrations déconcentrées. Et donc, ça représente à ce jour à peu près 4000 utilisateurs qui consultent quotidiennement cet outil, et surtout en ce moment. Alors, comment on en est arrivé là? Voilà, il y a un gros portage politique. C'était une commande Premier ministre. Je vous ai mis un extrait de cette circulaire du 18 novembre 2020 qui précise dans quel cadre cet outil doit être développé. Et du coup, le cadre, c'est le suivi interministériel des réformes prioritaires de l'État, et du coup, qui est associé, alors nous, dans notre cas précis, l'outil, il est révélateur d'un dispositif de suivi d'une immense gouvernance. Parce que ça, je ne sais pas si on en a peut-être pas trop parlé jusqu'à présent, mais la data vise, en tout cas, la représentation de données, à un moment donné, elle est aussi souvent associée à un système de gouvernance, à savoir des personnes justement qui décident, qui choisissent les données, qui les préparent, qui décident de les publier, qui les valident, et du coup, qui finalement assure la mise à jour d'un outil de data vise. En tout cas, dans notre cas, c'est celui-là. Très simplement, il y a un besoin de suivi de réforme au niveau central. Donc, souvent, les administrations centrales par ministère définissent telle réforme à mettre en œuvre et avec une cible. Et donc, ces cibles sont aussi déclinées au niveau territorial, d'où le besoin de suivre ces évolutions à chaque maille du territoire. Comment on est arrivé à faire cet outil? On est passé par plein d'étapes. On a commencé, on l'a vu tout à l'heure sur le petit graphique, nous, on a commencé par faire un premier prototype sur Tucantoco. Vraiment, au tout début, on s'est dit, tiens, on va commencer à choisir des outils sur étagère qui existent parce que, sans doute, en fait, c'est l'approche qui vient naturellement quand on n'a pas forcément beaucoup de temps et beaucoup de ressources pour développer un outil en propre, ce qu'on a fini par faire. Mais en tout cas, on est passé par plusieurs phases. Et du coup, la première phase, c'était de choisir Tucantoco en disant tiens, l'outil a l'air pas mal, il offre une possibilité de faire de la narration, de faire peut-être même un petit peu plus de communication, en tout cas de mise en forme. Le design a l'air assez sympa, donc allons-y. Et finalement, ça a été un échec pour notre cas, ce qui ne veut pas dire que l'outil n'est pas adapté à d'autres cas d'usage, mais en tout cas, pour
le choix de visualisation dans le cas de suivi de réforme, c'était assez difficile à la fois de connecter les données, de prendre en main, et puis surtout de le personnaliser. Du coup, vous le savez, c'est un outil qui est propriétaire, et du coup, les évolutions de produits, elles sont liées à l'évolution plutôt produit de Tocantoco, et c'était assez difficile d'ajouter des petites spécificités. Il y avait évidemment un coût de licence associé. Du coup, on l'a écarté après du coup des premiers tests. Et puis, on est passé sur un deuxième outil qui existe sur étagère, donc, qui a été aussi signalé tout à l'heure, qui s'appelle Click. ClickSense en l'occurrence. Alors, pour les personnes qui connaissent, c'est un équivalent de Tableau ou de Power BI, en tout cas de cette sphère d'outils qui permettent à la fois, donc là c'est pas mal, ça permet à la fois de faire du traitement de données, donc on peut par exemple prendre des données brutes, les transformer, faire des formats d'exposition, etc. Et puis un peu modulariser, choisir des petites modules de data vis pour constituer un tableau de bord. Du coup, nous, c'était ce qu'on voulait faire. Donc, l'outil, il correspondait assez bien. Il y avait juste deux choses qui ne nous ont pas permis de continuer avec cette solution. C'était la difficulté d'accès dans les réseaux ministériels qui sont fermés, du coup, à une interface et du coup, un serveur proposé par ClickSense. Du coup, donc, les accès étaient bloqués. Et ensuite aussi, je pense qu'il faut le dire, c'est des outils qui nécessitent évidemment un coût par licence pour accéder aux interfaces de visualisation. Et nous, pour 4000 utilisateurs, ça commençait à devenir assez élevé. Et donc, du coup, on s'est arrêté là aussi après avoir fait un deuxième prototype avec Click. Et finalement, on est parti sur un outil qu'on a développé sur mesure chez nous en propre, avec du coup des outils web uniquement. Donc, on n'a que du langage web, c'est du HTML, CSS. Les visualisations sont en JavaScript aussi. Le back-end, c'est du PHP. Enfin, vraiment, c'est quelque chose d'extrêmement classique. On n'a pas de coût de licence, on peut le diffuser à qui on veut, il est sur nos serveurs, on peut garantir à la fois la souveraineté disons, le stockage des données. En tout cas, pour nous, c'était important comme choix, et d'avoir cette possibilité-là d'avoir du coup les données stockées sur nos serveurs en propre, sécurisées, et puis aussi de garantir la souveraineté sur les choix d'évolution de l'outil. Si on veut tout refaire demain, si on veut rajouter des couleurs, si on veut rajouter des choses, on a choisi de ne pas être lié à une solution qui existait déjà et qui aurait pu rendre ces choses difficiles. Ce qui ne veut pas dire que dans d'autres cas, ce n'est pas possible, mais du coup, nous, on a plutôt choisi cette approche avec la possibilité d'open sourcer. Donc ça, c'est la prochaine étape pour nous. C'est de prendre tout ce code source existant, de modulariser et de le proposer pour en faire un outil open source et réutilisable. Je faisais un petit rappel du contexte de développement. Effectivement, comme je présentais tout à l'heure, l'outil, il a été motivé, en tout cas par une circulaire Premier ministre, et par un dispositif de suivi qui existe à travers des réunions, à travers des personnes qui doivent justifier de l'exécution de réformes sur un territoire et pouvoir en assurer aussi un suivi. Alors, pas au jour le jour, mais disons le plus en temps réel possible. Alors, nous, on ne fait pas du temps réel, hein, comme les bus, par exemple, ou les horaires de train, etc. Quand même, on représente des données qui sont validées et mises à jour de manière manuelle. Encore une fois, donc ça fait encore une fois partie du dispositif de représentation des données. Donc, on parlait tout à l'heure en tout cas, de la sensibilité politique. Nous, on est en plein dedans. Il est techniquement possible, évidemment, de faire de la data vis avec des données qui sont mises à jour automatiquement par des systèmes d'information, avec des API, etc. Nous, ce n'est pas notre cas encore. On est toujours sur de la donnée qui est prévalidée avant d'être injectée et puis visualisée. Mais comme vous voyez, l'outil est très récent. Il a été développé en 6 mois.
quelque chose de vraiment extrêmement rapide. Et on a dû s'assurer avant, avec chaque ministère, de s'assurer qu'on ait des bonnes données à disposition, des données qui existent. Il y a eu un très, très fort travail qui a été réalisé pour standardiser toutes ces données-là. Et ça, en fait, c'était aussi dans l'objectif qu'on retrouve dans la visualisation, parce que non seulement on doit s'adresser à un public extrêmement divers, à la fois, ça concerne à la fois l'exécutif, à la fois l'Élysée, Matignon, les cabinets des ministères, mais aussi les préfectures de région, de département, les DDI. Enfin, vraiment, on a tout un panel d'utilisateurs qui va devoir, du coup, comprendre et visualiser la donnée. Et du coup, on voulait rendre ça de manière la plus simple possible. Donc, ça passe par standardiser les données et les schémas de données et bien sûr standardiser la visualisation. En tout, l'outil là permet de voir un peu plus de 300 indicateurs. Donc là, je rappelle le fort besoin de standardisation dans la visualisation de ces indicateurs. Et donc, il y a 83 réformes prioritaires qui sont suivies dans cet outil. Et donc, on a aussi 4000 utilisateurs qui ont un profil personnalisé, c'est-à-dire que suivant le territoire d'appartenance, que ce soit régional, départemental ou sectoriel dans un ministère, on a une vue différenciée aussi. Et on avait besoin d'avoir cette fonctionnalité, d'avoir des vues différenciées suivant justement l'origine et du coup le profil des utilisateurs. Ce qui fait aussi qu'on a besoin de faire énormément de pédagogie. C'est pour ça que l'interface, elle est vraiment faite pour qu'elle soit la plus simple possible. Je vais en présenter quelques fonctionnalités avec, alors, nous, ce qui était important, c'était la possibilité de filtrer des résultats. Donc ça, c'est des fonctionnalités qui existent sur énormément d'outils. Je pense que de OpenDataSoft à les outils qu'on a cités tout à l'heure, Tableau ou Qlik, c'est vraiment la possibilité d'avoir en fait un jeu de données assez central qu'on peut filtrer. Alors nous, on le filtre par périmètre ministériel, mais aussi on peut le filtrer par périmètre géographique. Puis vous avez vu, on a des petites météos en entrée, donc on peut filtrer aussi, en tout cas, la liste des réformes qu'on peut voir et leur avancement en fonction de leur état de suite, de leur statut, si elles sont plutôt à risque, pas à risque, si ça se passe bien, et suivant les taux d'avancement également. Donc ça, c'était un peu une des grandes fonctionnalités nécessaires. La deuxième, c'est qu'on a intégré quelques cartes. Et donc, je remercie aussi le petit rappel qui a été fait sur l'utilisation des cartes et des couleurs, etc. Nous, on peut voir que, par exemple, sur la carte de gauche qui représente, par exemple, une répartition géographique d'un taux d'avancement de réforme, on voit assez peu de nuances. Donc là, on peut se dire, c'est super, pour cette réforme, elle a l'air d'être hyper bien déployée dans tous les territoires. Mais du coup, c'est peut-être simplement que aussi il faut pouvoir bien pouvoir régler, disons, ces niveaux-là quand on arrive vers la fin, parce qu'au début, c'est assez simple. On peut voir les différences assez vite, mais en fin de période de suivi, comme ça, ça devient un petit peu plus subtil. Du coup, peut-être qu'il y a des progrès à faire là-dessus. Et en tout cas, on souhaite aussi offrir différentes vues comme ça cartographiques, donc en fonction des régions et des départements des utilisateurs. On propose aussi des modules de visualisation d'évolution d'indicateurs. Donc nous, on est vraiment dans cet objectif-là. Donc voilà, pour l'instant, on a choisi des graphiques qui sont assez simples. On a essayé aussi de respecter disons, les règles de visualisation, de data vis en tout cas, à savoir bien représenter les échelles depuis le début, de commencer à zéro, etc. Et on indique, en tout cas, on indique la cible et puis la progression. Donc voilà, donc, suivant les indicateurs, on peut vouloir les voir en forme de graphique à barre ou sinon de graphique en ligne, mais du coup, les deux sont possibles. Donc moi, effectivement, je travaille chez OpenDataSoft. On accompagne nos clients dans la réalisation de leurs projets de partage et de valorisation de données.
Donc, effectivement, c'est venu assez tôt que cette volonté de proposer plus que juste des données, mais aussi de la valorisation, de la data visualisation par-dessus. Et c'est ce que font de nombreux, enfin, presque je vais dire tous nos clients aujourd'hui, j'en ai reconnu certains dans la liste. Et donc, effectivement, souvent on entend, donc là je vais parler de mon expérience en tant que, voilà, en accompagnant les clients et dans la réalisation de leurs projets. Effectivement, l'open data, c'est pour le grand public, les data vis, c'est pour le grand public, mais en général, quand on cherche à creuser un petit peu pour essayer de trouver justement les personnes à qui on s'adresse avec les data visualisations, c'est souvent moins simple que ça, ou peut-être plus simple, ça dépend comment on le voit. Et j'ai repensé à quelque chose en préparant la session, c'est que donc, si une data vis est disponible pour le grand public, en fait, elle va aussi s'adresser aux personnes qui vont réussir à la trouver. Donc, en fait, ça va dépendre de si elle est référencée sur un site internet, si jamais les personnes tombent dessus en cherchant sur Google, etc. Et donc, quand vous créez aussi des data vis pour certains publics, il faut aussi réfléchir à cette partie-là, à comment l'utilisateur arrive sur la page. Mais je vais passer à des exemples plus concrets, ce sera plus simple. Ça, c'était un premier élément. Et le deuxième, c'était qu'on voit notamment dans les collectivités, il y a beaucoup de données qui sont, notamment via Open Data France, proposées dans le socle commun des données locales, notamment le budget, par exemple. Donc, je vais prendre cet exemple-là pour vous montrer qu'à partir d'un même, on va dire, formalisme de données, donc des dépenses, des recettes, de l'investissement, du fonctionnement, etc., on peut vraiment avoir différentes visualisations selon le message politique, parfois, que l'on cherche à faire passer. Donc là, c'est un exemple de GPSO, donc un EPCI dans l'ouest parisien, où on va vraiment accentuer sur certaines thématiques et on va faire le choix de regrouper en fait les dépenses dans 4 différentes thématiques qui sont les priorités du coup de l'EPCI. Donc ça, c'est un premier exemple avec GPSO. J'ai vu d'ailleurs ce graphique-là. Ça m'a fait penser tout à l'heure qu'il n'est pas zéro, donc je le mentionnerai. Et derrière, c'est bel et bien un tableau comme celui-ci. Et donc ça, c'est donc la plateforme Open Data Soft. Et vraiment, notre volonté, c'est que ça peut parler à certaines personnes. Le téléchargement, c'est utile pour réutiliser les données ailleurs. Mais le fait d'ajouter cette couche de visualisation par-dessus, c'est toujours bien pour faire passer un message. Et quand on fait passer un message, effectivement, il faut savoir à qui on s'adresse. Un deuxième exemple avec le même type de données qui sont le budget, c'est la ville de Cannes qui a ouvert son portail il n'y a pas très longtemps. Et donc là, on est vraiment sur un axe politique. Et par exemple, ce graphique que je trouve intéressant, qui est un graphique juste où tout est à zéro, mais qui véhicule quand même un message qui montre que rien n'a augmenté. Est-ce que c'est la bonne manière de le montrer? Je ne sais pas, mais en tout cas, ça montre bien et ça fait passer un message. Et ensuite, on va avoir également d'autres visualisations avec des précisions sur les économies de gestion et des catégories qui ne sont pas les mêmes que sur Grand Paris Seine-Ouest juste avant. Donc, à partir d'un même ensemble de données, on va vraiment pouvoir raconter une histoire différente, en fait, selon les orientations politiques, les volontés de la communication également. Donc voilà, ça c'était un petit exemple. Et le dernier sur le budget, il y en a plein, hein, des visualisations de budget. J'en ai choisi que certaines. C'est sur le BEP, donc là on passe après la frontière en Belgique. Et je voulais vous montrer car donc, tout ce que vous avez vu juste avant, c'est des fonctionnalités, on va dire, de base de la plateforme. Et ça, donc, on a sorti un nouvel outil fin d'année dernière qui permet de faire des pages sans coder. Et du coup, ça, c'est un des exemples de pages qui ont été créées par le bureau économique de la province de Namur. Et donc, juste pour vous montrer que tout ça ici, c'est fait voilà, via notre nouvelle interface, dès que je le mentionne. Donc voilà, pour à partir d'un même type de données et par rapport au public, au grand public ou pas que l'on vise, on peut vraiment choisir les visualisations. Donc, comme l'a montré Olivier, il y a différents types qui existent, mais aussi la manière de raconter, donc de les mettre, en fait, de les assembler, ces data visualisations, qu'elles ne soient pas toutes seules, mais qu'elles soient assemblées au sein d'une page et qu'on puisse raconter une histoire avec. L'interface, en tout cas, a été développée par un prestataire qui s'appelle Capgemini. Donc un développeur de cette société a développé. Et ensuite, on a reçu en livrable le code source
qui permet maintenant de nous en emparer et de réaliser du coup les évolutions en propre et de pouvoir le maintenir nous-mêmes. Donc, on a créé une équipe et un pôle qui est dédié à la maintenance et à l'évolution de cet outil pour pouvoir réinternaliser justement un petit peu l'étape qui avait été réalisée par le prestataire avec la livraison justement de ce code source. En tout cas, ce qui est très intéressant dans la démarche de la DITP et que vous avez été plusieurs à mentionner, c'est que il faut passer par l'action en fait. Il faut tester, il faut expérimenter pour arriver à des bonnes databases. Et puis, vous, l'équipe de la DITP, Cécile, vous êtes passé par en fait 2 prototypes avant, mais c'est ce qui vous a permis finalement d'obtenir votre version définitive. Ouais, tout à fait. Et ça a permis de tester les prototypes en conditions réelles, de les tester dans absolument tout le périmètre dont on avait besoin. Et du coup, c'est vraiment ça qui nous a permis d'arriver à la solution finale aussi. Donc, c'était des étapes importantes et ça se trouve, et maintenant, c'est ce qui nous permet aussi d'avoir réalisé l'outil qui est celui qui est utilisé présentement. Et comme le dit Carole, on a aussi des dimensions en fait d'accès à l'information qui sont importantes. Et ça a engagé une réflexion sur bien les systèmes très sécurisés de certains ministères qui vous ont obligé en fait à penser à un outil différent. Carole expliquait aussi que les datavises, une fois qu'elles sont créées, il faut qu'elles puissent être trouvées. Donc il faut aussi penser en fait à leur accessibilité. J'aurais tendance à dire d'abord qu'il y a un sujet culturel. C'est que la data visualisation est vraiment dans la culture anglo-saxonne, puisque c'est le principe show, don't tell. On préfère parler en France plutôt que de montrer. Et c'est ce qui explique le retard que j'exprimais. Qu'on peut lire aussi sur Twitter, puisque j'ai vu le sujet là, il n'y a pas longtemps abordé, c'est que ce sont des disciplines qui ne sont pas du tout enseignées ou très rarement enseignées dans les écoles. En matière de data journalisme, par exemple, il y a extrêmement peu de filières. Et puisque je parlais du datathon là, qui était organisé la semaine dernière, on a vraiment très peu de formation sur le sujet. Le master SIGAT est un des rares à former à la fois sur la géodatavise et sur la datavise. Mais il y a extrêmement peu de formation sur le sujet. Mais, donc pour moi, la réponse, c'est d'abord culturel, et ensuite, il y a un vrai manque de formation sur le sujet. De notre côté, le développement de cet outil et son déploiement dans toutes les mailles territoriales et à tous les agents concernés passe par aussi une conduite du changement vraiment propre. Et pour moi, c'est une étape extrêmement importante parce que ce n'est pas un outil de DataVis qui seul va faire le job. Il doit être accompagné d'acculturation, de démonstration. Et du coup, nous, dans l'équipe, il y a des personnes qui sont à plein temps, à 100% dédiées à cette conduite du changement. Et du coup, ça passe par aussi faire des ressources, faire des tutos, et puis aider les utilisateurs aussi à prendre en main l'outil qui leur est présenté, même si c'est le plus simple possible. Il faut vraiment toujours penser à avoir ce dialogue et garder en fait le lien humain et continuer de former en fait des personnes qui vont débarquer sur une interface. Il n'y a qu'une bonne data visualisation. Enfin, le caractère impactant et le fait qu'une data visualisation en l'espace de quelques secondes, on se rende compte du message, c'est pour moi ça le signe du fait que c'est une data visualisation réussie. Enfin, ensuite, c'est vrai que la notion de tableau de bord, on est plutôt dans des problématiques métiers qui connaissent bien les données qui sont derrière.
Mais quand on parle de data vis simple, si c'est compliqué et qu'on ne comprend pas, expert ou pas, ce n'est pas le sujet. Selon les personnes à qui on s'adresse, si on veut vraiment parler au public le plus large possible ou si on veut parler à des utilisateurs métiers très techniques, ce ne sera effectivement pas les mêmes choix derrière. Alors, je vais ajouter quelque chose sur Data Wrapper, parce que c'est un outil extrêmement intéressant, parce qu'en fait, c'est un outil qui a été créé par des data journalistes pour des data journalistes, et il propose tout un cheminement pour créer un graphique, et quelque part, ils obligent l'utilisateur à mettre des légendes, à mettre en exergue certaines données. En termes de pédagogie sur la data, c'est vraiment un super outil. Le problème des plateformes ou des outils de data vis, même du type Prograph, c'est que tout est censé être dans la data vis, alors qu'en fait, la petite phrase de texte à côté, ou simplement je ne sais pas, par exemple, on prend les statistiques de mobilité à échelle de 20 ans et on imagine que dans 10 ans, il y a toute une courbe. Ben, on verra bien qu'en 2020, il y a un gap. Si dans la data vis, on ne met pas une ligne en disant ben là, c'était un confinement, on ne comprendra rien. Donc, il y a des éléments contextuels qui parfois sont indispensables. Et c'est ce qu'il y a de vraiment très intéressant dans Data Wrapper, c'est vraiment d'imposer une réflexion sur le pourquoi et à qui on s'adresse. Et puis, je voulais vous signaler, si vous ne la connaissez pas, la revue Oblique, qui est une revue donc imprimée, qui est éditée par Alternative Économique et qui présente, alors je crois que c'est tous les 3 mois, tous les trimestres, je ne me souviens plus très bien, toute une revue de sujets alors, économiques qui sont plus ou moins complexes, c'est une revue qui ne fait que de la data vis finalement, donc on a 50 pages de data vis. Moi, je trouve ça extrêmement inspirant, et notamment pour traiter des sujets qui sont parfois un peu complexes et qu'on aurait peut-être du mal à appréhender. Et ben, ça permet justement à la question est-ce qu'il y a une data vis d'expert ou tout public. Je pense que cette revue elle s'adresse pour certains publics qui est intéressé, mais qui n'est pas nécessairement complètement expert, et de s'approprier des sujets complexes rapidement. Et je pense que c'est aussi le rôle des data vis. Donc, non, pour moi, c'est comment est-ce qu'on arrive à transmettre un message à un public peut-être identifié, alors qui est plus ou moins large, justement avec des moyens de visualisation. Et du coup, c'est là qu'entre en compte le métier et l'expertise d'éditorialisation et de voir justement ce qu'on en fait ou pas. Est-ce qu'on reste sur quelque chose de très métier avec 2-3 graphiques et ça suffit? Est-ce qu'aussi on donne la possibilité aux personnes de faire autre chose si elles le veulent en téléchargeant les données, par exemple? Et je pense que ça, justement, Open Datasoft le fait très bien. Sur l'outil pilote de la DITP, on offre aussi la possibilité aux personnes de télécharger les données, et si elles veulent faire des choses plus complexes, aucun problème. Et après, voilà, on peut aussi former les gens à l'utilisation et à dire, tiens, on pourrait faire des choses autrement aussi. Effectivement, donc l'idée effectivement de rassembler des data vis au même endroit. Donc effectivement, nous, la plateforme permet de le faire. Il y en a d'autres aussi qui permettent de le faire, mais c'est souvent, je pense, après peut-être qu'Olivier a d'autres exemples ou Cécile même, des outils qui sont déjà packagés au niveau data vis, qui permettent vraiment de construire des tableaux de bord ou des choses comme ça. Donc c'est des outils peut-être qui sont plus gros que ce que vous recherchez, mais qui permettent de faire beaucoup de choses. Je laisse peut-être Olivier ou Cécile compléter. Nous, on a cette problématique aussi de pouvoir assembler sur un petit rapport, ou en tout cas un petit peu personnaliser tout un tas de data vis, en tout cas de modules. La façon avec laquelle on travaille, mais je pense que ce n'est pas adapté à tout le monde, on peut faire ça avec du code, en fait, tout simplement en R ou en Python. On compile, voilà, on fait ces analyses sur RStudio, sur R Markdown, par exemple, et ensuite on en fait des books. On peut faire des guidebooks, on peut en faire avec des applications R Shiny, par exemple.
dans laquelle on peut à la fois publier des formats web et puis télécharger des supports en PDF ou en Word, par exemple. Et du coup, ça peut compiler tout un tas de databases. Mais ça nécessite effectivement de connaître un petit peu ces langages de programmation.